Donc, comme annoncé la dernière fois, la surpression pulmonaire, la suite des barotraumatismes. Donc, nous verrons le mécanisme, les facteurs favorisants, la surpression pulmonaire, les symptômes, et enfin le traitement. J'en profiterai en parlant des symptômes pour vous parler de l'œdème aigu du poumon, de l'œdème aigu d'immersion, qui est un petit peu différent. Alors le mécanisme, c'est comme pour tous les barotraumatismes, ça survient là par contre que à la remontée. Les volumes gazeux pulmonaires se dilatent. Donc si pour une raison quelconque on leur empêche de s'échapper, en fait on risque d'avoir des ruptures, des lésions, donc qui peuvent survenir soit au niveau des capillaires pulmonaires, soit dans le tissu conjonctif pulmonaire, on verra ça sur des schémas, soit dans la plèvre. S'il y a rupture des capillaires pulmonaires, je vous rappelle, les alvéoles ici tout au bout des bronchioles, qui sont comme des sacs, des grappes de raisin, qui sont encadrés, entourés, pris comme dans une maille, dans un filet, par les capillaires pulmonaires. S'il y a une rupture de ces alvéoles, où est-ce qu'elle est ma souris ici, l'air va s'échapper dans cette circulation. Vous avez bien vu ? Voilà, et donc il va passer dans la circulation. Voilà, ici dans les petits capillaires, va s'échapper dans les vaisseaux un peu plus gros. Il va longer les bronches, il va longer le circuit en fait artériel pulmonaire, veineux pulmonaire là, pardon. Et puis aller au niveau des veines pulmonaires jusque dans le cœur gauche, dans l'oreillette gauche. Et de là, elles vont passer dans le cœur, dans le ventricule gauche et repartir dans la grande circulation. Et on les retrouve ici, dans la grande circulation, avec le flux sanguin comme il se présente voilà, ici. Elles vont avoir tendance à remonter au niveau du cerveau par les artères carotides, ici, la droite et la gauche. Et donc, ça donne des embolies gazeuses cérébrales. C'est tout le problème de la surpression pulmonaire, en fait. Les bulles, elles peuvent aussi s'échapper dans le tissu interstitiel. Je vous parlais du tissu conjonctif tout à l'heure. C'est le tissu qui est entre toutes les cellules, ici, qui permet aux alvéoles, à tout l'ensemble, de se tenir. Si les bulles s'échappent par là, elles vont suivre ici, vont s'échapper là où elles peuvent, et elles vont suivre en fait les bronches par ici pour remonter. Donc je vous les ai signalés ici. Pour remonter dans le médiastin, qui est l'espace entre les deux poumons, on l'a vu quand on a traité l'appareil ventilatoire, et ça peut remonter ici, jusque sous la peau, au niveau de la base du cou, par là. Voilà. Si ça s'échappe au niveau du péricarde, au niveau du sac qui entoure le cœur, il peut y avoir donc une compression du cœur à ce niveau-là. Et puis si on regarde de l'autre côté, au niveau des alvéoles, et qu'il y a rupture, je vais repasser en arrière pour que tout le monde voit bien, voilà, s'il y a rupture du parenchyme pulmonaire, à l'extrémité ici, les bulles vont passer dans la plèvre ici, vont créer un pneumothorax avec un risque donc de rétrécissement du poumon, en fait, physique, anatomique, et donc d'impossibilité de fonctionnement de celui-ci. Alors, il y a plusieurs types de facteurs favorisants, en fait. On n'expire pas suffisamment à la remontée. Quelle que soit la vitesse de remontée, si l'expiration est insuffisante, ça peut arriver. Ça peut arriver quand on fait une panique. Ça peut arriver quand on fait certains exercices qu'on va vous demander de faire pour votre niveau 4, de DTH, donc DTH, démonstration technique avec handicap. Merci. Donc si vous faites un effort un peu physique en tenant quelqu'un, vous allez avoir tendance à contracter vos muscles même thoraciques. Ça peut arriver aussi sur les RSE, de la même façon, comme si vous ne laissez pas échapper naturellement l'air pendant votre remontée, vous risquez de vous contracter et en fait d'en garder un petit peu. Ça peut être dû à un matériel défectueux, si vous avez un détendeur qui est un petit peu dur à l'expiration. Et puis ça peut arriver aussi si vous inhalez de l'eau. Par ailleurs, si vous faites une remontée rapide, plus rapide et puis que vous expirez comme pour une remontée lente, en fait, vous risquez là aussi de ne pas expirer suffisamment d'air. Enfin, il y a certaines maladies bronchiques qui doivent entraîner normalement une contre-indication à la plongée, mais il y a quand même des gens qui plongent comme ça, tels que l'asthme. On a pu voir certaines surpressions pulmonaires chez des gens qui avaient une fragilité du parenchyme pulmonaire, donc de tout le tissu conjonctif qui entoure les alvéoles, sur certaines zones inflammatoires ou certaines zones cicatricielles.
Donc les remontées très rapides, on l'a vu, ça arrive surtout près de la surface. Si en plus, pendant cette remontée, vous faites une interruption brutale de l'expiration, comme ça arrive quand on tousse ou quand on éternue, vous pouvez déclencher une surpression pulmonaire dans ces cas-là. Cet accident, en fait, il survient le plus souvent quand même chez les plongeurs débutants. Les symptômes, en fait, ils vont dépendre des lésions. Alors, on voit souvent des signes généraux, qui est le témoin que les lésions sont importantes. Donc, il peut s'agir d'un malaise général, d'angoisse, de fatigue même. Les gens sont pâles, cyanosés, ils ont du mal à respirer. On peut voir des pertes de connaissance. Parfois, ces signes généraux sont tout simplement absents. Et on peut avoir des signes pulmonaires. Donc, les signes pulmonaires, c'est facile. Là, c'est des gens qui ont mal ou alors qui sont gênés pour respirer, qui sont juste une petite gêne, une petite difficulté à la ventilation, ce que j'ai appelé la dyspnée, avec une toux et parfois ils saignent ils crachent un petit peu de sang en même temps. On peut voir une modification de la voix elle devient un petit peu plus rauque, ils peuvent avoir mal à la gorge, ça c'est quand les bulles arrivent un petit peu dans cette zone-là. Quand ça arrive là aussi sur le côté, on voit ce qu'on appelle l'emphysème sous-cutané au niveau du cou, c'est-à-dire ça fait une petite bulle et puis on arrive à appuyer dessus, ça crisse même un petit peu. Enfin, si le pneumothorax est important, on va avoir du mal à respirer et c'est ce qu'on appelle un pneumothorax suffocant. Si les bulles remontent dans le niveau cérébral, comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans les 5 minutes qui suivent l'arrivée en surface, et jamais après 10 minutes, sinon c'est plus une surpression pulmonaire, ça arrive très très vite, ça peut même arriver sous l'eau, on va avoir n'importe quel signe d'atteinte cérébrale. Donc il peut s'agir d'une paralysie d'un seul membre ou le plus souvent d'une paralysie d'un côté complet. Parfois, on peut voir une atteinte complète des 4 membres si les bulles sont parties des 2 côtés, dans les 2 hémisphères. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. On peut voir, comme il s'agit d'un accident cérébral, des troubles de la vision, des troubles de l'ouïe, tous les sens peuvent être atteints, des vertiges, l'impossibilité de parler, c'est ce qu'on appelle l'aphasie, des convulsions, c'est des crises épileptiques, et puis des troubles de la conscience, perte de connaissance. Alors vous trouverez dans la littérature, mais de manière anecdotique, on a vu des bulles, on a décrit des bulles qui allaient dans d'autres organes, donc dans les artères coronaires, on parle tout le temps. Les artères coronaires, c'est les artères qui viennent irriguer le cœur en fait. Quand elles sont bouchées, elles sont responsables donc de l'infarctus du myocarde ou de l'angine de poitrine. Alors, le diagnostic différentiel, c'est comment s'assurer qu'il s'agit bien en fait d'une surpression pulmonaire et pas d'autre chose. Ce qui va nous mettre sur la piste, sur la voie, c'est le fait que les symptômes surviennent très tôt. Voilà. Mais il arrive que dans certains cas d'accident de décompression, de désaturation, on observe aussi des signes neurologiques très rapides. Donc, en fait, en pratique, c'est pas grave. Que ça soit un accident de décompression ou une surpression pulmonaire, ça ne changera pas la prise en charge sur le bateau ou alors juste en arrivant au port. Puisque dans tous les cas, il va falloir de toute façon faire une réanimation cardio-respiratoire si nécessaire, et puis recomprimer en urgence le plus vite possible. Alors on peut évoquer d'autres diagnostics. Une intoxication au monoxyde de carbone, c'est beaucoup plus rare. Une hyperoxie, c'est du fait de la crise convulsive, mais ça devrait céder rapidement. Une anoxie, de la même manière, si on a remonté la personne, qu'on l'a mis sous oxygène, on devrait régler le problème assez vite. Il peut s'agir d'une noyade. De toute façon, dans tous les cas, c'est des gens qu'on va quand même adresser à l'hôpital. On va donc les évacuer. Mais il peut s'agir aussi d'un œdème aigu du poumon, dont je voulais juste parler. C'est une pathologie spécifique à la plongée et qui peut survenir en général à la remontée, chez des gens plutôt autour de 45-50 ans. C'est une entité qui est assez récente et donc qu'on peut confondre avec une surpression pulmonaire un peu importante avec des signes surtout pulmonaires et qui est différente de l'œdème aigu qu'on retrouve dans les accidents d'apnée, même si les signes sont les mêmes. Alors les formes cliniques, les différentes formes de surpression pulmonaire, on peut voir de tout. On peut voir d'une surpression pulmonaire à minima, pratiquement où on voit aucun signe,
à une surpression qui associe tout et qui est cataclysmique en fait, où les gens ont une détresse respiratoire avec un embol gazeux qui part un petit peu partout. Et en général, ce sont des gens qui vivent pas longtemps. Mais on peut voir des formes pulmonaires pures dont je vous parlais ou des formes neurologiques pures. Le traitement, c'est pour information, il va dépendre des lésions en fait. S'il y a juste un emphysème médiastinal, des bulles dans le médiastin, on ne va pas faire grand-chose. On va attendre que ces bulles s'évacuent toutes seules. C'est des bulles d'air, ça ne pose pas de problème. Tant qu'elles n'entraînent pas de lésions, de compression des organes qui sont autour d'elles. S'il y a un pneumothorax, on va essayer de l'évacuer. Il suffit de mettre une aiguille au bon endroit et puis de l'évacuer. Et puis on va donner surtout de l'oxygène à ces gens-là. Surtout, s'il y a une embolie gazeuse dans les vaisseaux, il va falloir recomprimer et le plus rapidement possible. En effet, dès qu'on attend un petit peu, en fait, il risque d'y avoir des séquelles plus ou moins importantes. Sur place, il faut donner de l'oxygène. Donc à 15 litres minutes si vous n'avez pas de masque à haute concentration, mais celui-ci est devenu maintenant obligatoire. Donc de toute façon, au débit maximum permis par le système. Donc c'est 10-12 litres par minute. Ça améliore donc l'oxygénation des tissus de toute façon, et puis ça diminue la pression partielle d'azote. Donc ça va accélérer la dissolution des bulles qui sont associées. On réhydrate si les gens peuvent boire, puis voilà, on traite tous les signes associés. De toute façon, il va falloir évacuer ces gens-là sur un caisson, puisque l'essentiel du traitement, c'est la recompression rapide. Je vous remercie de votre attention.